Dans cette dernière partie du premier chapitre, on va s'intéresser donc à la situation actuelle du photovoltaïque et s'intéresser au développement du photovoltaïque dans les dernières années et les développements futurs du photovoltaïque. Ici, je vous présente donc la croissance de la puissance installée, puissance photovoltaïque installée par pays et en fonction des années. On assiste donc à une croissance de la puissance installée, 51% par an, sur les 7 dernières années. Donc c'est une croissance énorme. Donc vous voyez qu'en 2012, donc en 2013, on a dépassé 100 gigawatts installés. 100 gigawatts installés, c'est gigawatts jour crête, c'est-à-dire à midi quand le soleil brille. Alors 100 gigawatts, vous voyez, si on compare à la puissance nucléaire installée en France, c'est 63 gigawatts. Donc 100 gigawatts, c'est une fois et demie le nucléaire en France. C'est l'ordre de grandeur. Ça, c'est au monde. Alors le marché est donc dominé par l'Allemagne, qui représente, donc, vous voyez, le quart, voire le tiers des installations. En Allemagne, ce sont des installations délocalisées. Eh bien, il faut tenir compte que l'Allemagne n'est pas un pays très favorable pour l'utilisation de l'énergie solaire, en particulier le nord de l'Allemagne. Donc c'est une politique très volontariste. Donc l'Italie arrive en second, mais ça se comprend plus facilement. Et vous voyez que la Chine, qui était parfaitement marginale en 2010, commence à apparaître ici, c'est en vert. Et la Chine donc, produit énormément, comme on le verra, mais commence à installer sur son territoire. Donc la Chine maintenant apparaît donc au second rang, mais très loin derrière l'Allemagne, vous voyez 10 fois moins de puissance installée. La puissance installée photovoltaïque en Allemagne, la moitié de nucléaire en France, c'est quand même beaucoup. Alors, pourquoi cette croissance, en particulier en Allemagne et en Europe donc, c'est effectivement lié à la politique volontariste de tarifs de rachat. C'est-à-dire qu'on a incité les consommateurs, il y a une politique volontariste de développement du photovoltaïque. Le photovoltaïque étant plus cher que les autres sources de production d'électricité, eh bien, on fait une politique volontariste donc de tarif de rachat, c'est-à-dire qu'on rachète le kilowattheure photovoltaïque aux producteurs décentralisés, donc plus cher que le prix du marché, en termes simples. Alors maintenant, ça c'était le passé. Maintenant, l'avenir, eh bien, la croissance va continuer. Alors on va passer de 51% par an, ce qui est énorme, si vous voulez, à croissance exponentielle, une croissance qui va toujours être considérable, 19% par an. Et l'Allemagne va perdre sa première place. Et vous voyez qu'ici, à terme, il va être donc dépassé par la Chine. La Chine, 2017-2018, va devenir le marché dominant. Par contre, la baisse va être relativement moins importante en Europe. Actuellement, c'est l'Europe qui tire le marché du photovoltaïque. Et puis, bien sûr, va apparaître de nouveaux pays consommateurs, ce qui fait que le poids relatif de l'Europe va diminuer. Mais l'Europe va continuer à croître, en fait, mais son poids relatif va diminuer parce que d'autres, comme la Chine, vont croître plus vite qu'eux, en particulier certains pays ensoleillés. Alors c'est ce qu'on voit ici. Plus des pays qui ont un enseignement favorable vont se raccorder au réseau à partir de modules photovoltaïques ou de fermes photovoltaïques. Et puis donc ce qui va expliquer que la production d'énergie photovoltaïque va croître plus vite que la puissance installée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une croissance d'être plus que 22%. Alors pourquoi? C'est à cause du facteur de charge. On définit le facteur de charge, donc il est montré ici, ça c'est le facteur de charge moyen du photovoltaïque, qui est actuellement de 12%, il va passer à 14%. Alors pourquoi? Alors le facteur de charge, par définition, c'est le rapport entre ce que la centrale devrait produire à son énergie nominale si elle produisait 365 jours par an. Ça, c'est le dénominateur, et le numérateur, c'est ce qui est produit effectivement. Donc on divise la production effective par la production nominale maximum. C'est ça le load factor. Alors, le facteur de charge, si vous voulez, 90% pour le centrale nucléaire, qui est considérable. Une centrale nucléaire, ça produit presque tout le temps à sa puissance nominale, oui, 90% du temps. Quand vous avez une tranche à 1 gigawatt, elle produit 90% du temps à la puissance d'1 gigawatt. Pour les centrales à charbon, c'est un peu moins, 75%, c'est quand même beaucoup. Alors pour les énergies renouvelables, c'est limité à cause de l'intermittence. Donc c'est plus que 20 ou 21% pour l'éolien. Alors l'éolien, c'est plus que le photovoltaïque. Pourquoi? Parce qu'il y a également du vent la nuit, parce que comme l'énergie solaire est limitée par l'intermittence jour-nuit. Et c'est plutôt 16% pour le photovoltaïque. Alors il croît en présence de stockage avec des batteries, etc. Mais si vous voyez, c'est 16% par rapport à 90% dans le nucléaire. Donc quand je vous dis 1 kilowatt crête, il faut voir que vous multipliez par 16% à la fin. Tandis que le nucléaire, lui, on multiplie par 90%. Et donc, vous voyez que le facteur de charge est de l'ordre de 10% en Allemagne. Pourquoi? Parce que les panneaux photovoltaïques, les modules photovoltaïques produisent peu en Allemagne, c'est parce que c'est peu ensoleillé. Et il est de 15% en Italie. Bien sûr, dans le sud du Maroc, c'est encore plus important. Ce qui explique que la production d'énergie va croître plus vite que la puissance installée. C'est par l'apparition de nouveaux consommateurs, de nouveaux producteurs d'électricité photovoltaïque, en particulier dans les régions très bien ensoleillées comme le Maghreb, l'Afrique, etc. Alors, le marché maintenant, c'est quoi? Je vous ai parlé de différentes technologies
utilisés pour les cellules solaires. Ici, je donne un panorama des projets. Alors, certains projets ne disent pas quelle technologie ils utilisent, mais si on prend ceux qui ont révélé la technologie, en fait, 91% des projets photovoltaïques au monde utilisent la technologie silicium cristallin. 91%. Et en fait, la domination du silicium cristallin ne diminue pas et n'évolue pas. Il y a quelques années, les couches minces commençaient à apparaître et on pensait que les couches minces allaient grignoter le silicium cristallin. Et en fait, ce n'est pas vrai. Le silicium cristallin s'est rattrapé à cause de ce qu'on verra par la suite, c'est la diminution des coûts, en particulier du silicium cristallin. Et ce qui fait que la croissance des technologies en couche mince semble être interrompue. Semble, j'insiste sur ce point, c'est essentiellement donc pour des raisons économiques. Parce que c'est à cause de la capacité de la technologie silicium cristallin à baisser les coûts, avec des rendements assez importants. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la suite 2030-2050 ? Donc je vous ai parlé au début du cours du problème du réchauffement climatique, problème très connu. Et donc, plus on utilise d'énergie fossile, plus on émet de CO2, plus on crée d'effets de serre et plus on réchauffe la planète. Donc ça, c'est simple à comprendre. D'où l'idée de substituer aux énergies fossiles, ça n'a rien à voir avec la limitation des ressources, c'est un problème d'échauffement. D'où la volonté et l'objectif de diminuer la consommation d'énergie fossile pour diminuer le réchauffement climatique. Et si on en reste à des ambitions de 2 ou 3 degrés, 2 degrés en un siècle, ce qui n'est pas rien, ça c'est les courbes bleu clair ou bleu foncé, eh bien il faut, si vous voulez, pour obtenir cet objectif, comme on va continuer à consommer de l'électricité, eh bien il faut produire de plus en plus d'électricité avec des sources renouvelables comme le photovoltaïque, parce que quand on produit l'électricité avec le photovoltaïque, on n'émet pas de gaz d'effet de serre, c'est un avantage, et vous voyez qu'il faut arriver en 2050 à 6 à 12% de production d'électricité au monde à partir de photovoltaïque. Ça dépend ici des scénarios, scénario à 2 degrés ou 3 degrés de réchauffement. Le scénario ici qui est le plus contraignant, mais c'est quand même 2 degrés en un siècle, il faut donc produire plutôt 12% d'électricité à partir du photovoltaïque en 2050, ce qui est considérable. Même 6% d'électricité, ça suppose une puissance installée d'au moins 2000 gigawatts, soit 20 fois la puissance installée actuelle, vous voyez, en 2013. Donc il faut qu'en 35 ans, on multiplie par 20, ce qui est énorme. Alors je ne sais même pas, et sûr qu'on y arrive. Parce qu'on rappelle que le photovoltaïque en 2010 ne représentait que 0,1%. Donc passer de 0,1% à 10%, c'est multiplier la proportion par un facteur 100, ce qui est considérable. Donc le photovoltaïque est amené à se développer de manière massive et rapide pour satisfaire les enjeux de type réchauffement climatique. Alors, si on résume le PV en quelques chiffres, avant d'attaquer la physique des cellules solaires, on va résumer les caractéristiques du PV que vous avez bien en tête. La puissance crête de 1 kW, ça correspond typiquement à une surface de module de 7 mètres carrés, ou 6 ou 7, même maintenant 5, disons. C'est quelques mètres carrés, au moins 5. Un générateur PV de 1 kW crête, il génère annuellement entre 1000 et 2000 kWh en fonction de l'ensoleillement. Je vais vous montrer que par exemple en France, l'ensoleillement varie par 1,5 entre la Méditerranée et le Pas-de-Calais, si vous voulez. Alors un générateur produit par kilowattheure et par an moins que les autres sources conventionnelles et non conventionnelles. Environ 2 fois moins qu'une éolienne, par exemple. Alors la capacité installée mondiale était de 65 gigawatts en 2012, maintenant elle a dépassé 100 gigawatts. Le prix actuel de l'électricité PV, pas du module, de l'électricité PV, c'est que paye le consommateur, c'est à peu près $2 le watt crête, et il faudrait diminuer d'un facteur 2 à peu près. On n'en est pas très loin en fait. En Allemagne, le photovoltaïque correspond à peu près 4% de la consommation d'électricité, même plus de 10% en Bavière, qui est la région la plus ensoleillée d'Allemagne. En 2011, ça représentrait plus de 130 000 emplois, et 10 000 en France. Il y a un gisement d'emplois énorme, bien sûr. Le photovoltaïque est une énergie diluée, non polluante, et partout disponible. Donc il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre pendant la période d'exploitation. S'il y a émission, c'est pendant la période de production des cellules. Après, quand on l'exploite pendant 30 ans, voire 40 ans, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Les coûts d'exploitation sont très faibles parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de partie mobile. Donc, par contre, il peut y avoir la poussière, il faut nettoyer. Mais enfin, l'exploitation, c'est des coûts très très faibles. La durée de vie, c'est typiquement 20 ou 30 ans. On parle de 40. Le retour énergétique, c'est vous consommez de l'énergie pour fabriquer votre panneau. Après, vous l'exposez au soleil et il faut l'exposer combien de temps pour rembourser, si vous voulez, l'investissement énergétique. En fait, c'est de l'ordre de 1 ou 2 ans. Là, bien sûr, ça dépend de l'endroit où le panneau est utilisé, mais typiquement, pour les technologies silicium, c'est de l'ordre de 1 à 2 ans. Et vous voyez, pour une durée de vie de 30 ans. Alors, le silicium qui est méthode de base,
ressource illimitée, hein, c'est le sable et CO2. Donc il est facilement recyclable, bien sûr, hein, le sable. Alors, il fonctionne à température ambiante, hein, il n'y a pas besoin de chauffer, ce qui est quand même un avantage. On ne consomme pas d'eau, parce qu'il n'y a pas besoin de refroidir. Et puis on les installe près des centres d'utilisation. Et puis, dans le cas de couches minces, on peut les intégrer très facilement à l'habitat quand on dépose les couches minces sur du verre. Et puis, il y a absence de risque géopolitique, hein, si on compare au nucléaire. Mais ça, je crois que vous savez ça. On peut installer n'importe où dans le monde sans problème, à différence du nucléaire. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est l'effet d'échelle. C'est la même technologie, système cristallin, quelle que soit l'application. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pour une batterie, pour une montre, donc quelques milliwatts, ou pour une centrale de 50 mégawatts, c'est la même technologie, exactement. Vous voyez, c'est une question de surface qui change. C'est exactement la même technologie. Alors, les inconvénients possibles, il faut quand même en citer quelques-uns. Dans le cas des couches minces, le cadmium est toxique. C'est un métal lourd, mais on l'utilise en couche mince. Hein, donc, on utilise très peu de quantité. Quand je dis on l'utilise en couche mince, c'est l'ordre du micron en épaisseur. Hein, c'est en couche mince. Alors, le silicium, comme on le verra, peuvent utiliser un peu de gaz dangereux, c'est pour faire le champ électrique. Donc on verra qu'il faut doper les silicium, c'est rajouter des impuretés. Les impuretés, on peut utiliser des gaz dangereux, mais vous voyez, 1 mètre carré de module est utilisé à la même quantité que ce qu'il faut pour un téléphone mobile. Vous voyez, donc c'est pas beaucoup. Donc là, on a présenté donc, au cours de ces 3 premières séquences, en gros, le panorama du photovoltaïque et de l'énergie solaire dans le contexte énergétique. Maintenant, par la suite du cours, on va donc passer, disons, au vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser donc à la physique des cellules solaires à base de silicium. Je vous remercie.